Bonjour, je suis Sylvie Verchères, conceptrice et rédactrice de l'Oracle des Gardiennes des Mythes, paru aux éditions Végatre et Daniel. Les images sont de Crystal Art Fantasy et dans cette capsule, je suis venue vous parler de la déesse cheval Rhiannon, une déesse galloise. Alors, Rhiannon. Rhiannon, lorsqu'elle nous est présentée dans la plupart des écrits, nous est présentée comme une déesse mythologique celtique, déesse de la fertilité, éventuellement aussi de la lune, et on nous précise que ce prénom est aussi celui de la femme de Pwyll. Non, non et non. Bien sûr qu'elle est la femme de Pwyll, mais elle est avant tout bien autre chose et bien au-delà, nous le verrons à travers le mythe. Le nom même de Rhiannon vient de Ricantona, c'est-à-dire ça veut dire la grande reine, la grande déesse, presque liée à la déesse des origines. C'est une déesse cheval, on verra que dans le mythe plusieurs fois intervient cette énergie du cheval, et nous savons que la symbolique du cheval, c'est quelque chose d'énorme, c'est une puissance extrême, c'est une puissance féminine extrême de force et d'avancée, de puissance, hein. Le cheval est lié à la mer, à l'écume de la mer. Donc il y a vraiment un lien avec le féminin. Donc cette déesse-là, elle n'est pas simplement l'épouse d'un roi, elle est aussi une grande reine et au départ du mythe, elle est en possession encore de tous ses moyens et de toutes ses fonctions. Que se passe-t-il dans l'histoire? Nous avons tout d'abord, dans la partie du mythe qui nous intéresse, hein, dans le chêne, nous avons le roi Pwyll qui se promène à cheval avec certains de ses compagnons et il aperçoit une cavalière merveilleusement belle qui se promène aussi un petit peu plus loin avec son cheval et il tombe tout de suite amoureux et il veut absolument la rencontrer. Donc, dans un premier temps, il envoie un serviteur lui courir après, essayer de la rattraper, ça ne fonctionne pas. Le lendemain, il envoie un autre personnage qui est son meilleur coursier, ça ne marche toujours pas. Et donc, le troisième jour, il finit par y aller lui-même. Dès le départ, ici, nous avons l'image d'une femme, d'un féminin dans toute sa puissance, c'est-à-dire qu'elle est sur son cheval, elle dirige elle-même son cheval, elle s'en veut savoir où elle va et ce qu'elle a envie de faire, et en tout cas, elle ne se laisse pas approcher facilement. Pour pouvoir l'approcher, il va falloir trois approches, le chiffre 3, avec cette notion d'action, de 1, 2, 3, etc. Donc, il y a un effort ici à faire de la part du masculin, c'est-à-dire que pour joindre ce féminin, que l'on peut considérer comme l'anima, il faut vraiment que ce soit la royauté du masculin elle-même qui aille la chercher, sinon ça ne fonctionne pas. Donc puis il galope, hein, il galope beaucoup parce qu'il a vraiment très très envie de la rencontrer. Et à bout de souffle, il ne sait plus quoi faire. Il finit par l'appeler et elle s'arrête. C'est-à-dire qu'ici, il va dire un son, il va donner quelque chose, il va appeler et elle va répondre. À ce moment-là, elle lui donne son nom, donc Rhiannon, la grande reine, et elle lui explique qu'elle fuit son père qui voulait la marier de force. Ici, c'est assez intéressant parce que ça nous indique un changement de pensée dans la période, dans la culture du temps. C'est-à-dire qu'on a cette femme qui est plutôt autonome, toute seule, qui se promène avec son cheval, hein, qui caracole et qui est capable d'aller beaucoup plus vite que tous les cavaliers, si ce n'est le roi, et encore, il arrive à peine à la rejoindre. Donc il y a cette autonomie et elle a aussi la liberté, elle a pris la liberté de fuir son père et de refuser un mariage de force, c'est-à-dire un mariage de raison, un mariage de convenance tel qu'il est conçu dans une société patriarcale où la femme, la fille appartient à son père, puis ensuite elle appartient à son mari. Or on voit qu'ici, Rhiannon, elle n'est pas d'accord avec ça, et elle a fui le père, et elle va accepter l'amour de Pwyll, puisqu'elle lui dit tout de suite qu'elle est amoureuse de lui. Donc il y a cet ancien schéma d'un féminin très libre et très souverain, qui essaye de s'extraire de quelque chose qui lui est imposé. Le mariage est rapidement fixé l'année suivante, donc ici on a un laps de temps d'attente d'un an qui n'est pas sans rappeler les anciens schémas de un an ou de 7 ans comme à Sumer, où on changeait les rois
dans une volonté de régénération et de cycle, hein, contrairement aux instances royales qui viendront par la suite, où le roi sera là définitivement et il passera la couronne à ses fils. Donc ici, on a un schéma qui est archaïque, qui est encore très présent. Il va falloir 4 ans à Rhiannon et à Puy pour concevoir un fils. 4 ans, ça peut paraître relativement long, sauf que ce chiffre 4, il nous indique une possible incarnation, une possible réalité, hein, avec cette symbolique du 4 de la terre, hein, de la matière. Jusque-là, on peut dire que sur le plan mythique et symbolique, tout se passe bien. Sauf que ce fils s'appelle Pryderi, qui signifie la malchance. Et ensuite, les choses vont complètement basculer. Donc nous devons analyser les mythes en prenant conscience qu'ils vont nous donner à la fois des faits de société qui se passent au moment où le mythe est le plus raconté, où il est mis en avant, et il raconte en même temps les mécanismes psychiques qui s'y rattachent. Donc ici, on voit que sur le plan psychique, et donc sur le plan de la société, qui rêve ce mythe, qui l'imagine, il se passe quelque chose et ce fils, qui est un fils de malchance, il va disparaître, il va être volé et les servantes de Rhiannon, un peu par peur, hein, d'être accusées, vont raconter que partout que c'est la reine qui a mangé, détruit, tué en tout cas son enfant. Donc ça, c'est quelque chose de terrible. Mais ce qui est terrible aussi, c'est cette notion de raconter, c'est cette notion de la rumeur. Donc il y a cette rumeur qui court, qui s'enfle et qui devient une vérité pour la société dans laquelle elle se dilue. Et ici, c'est assez intriguant et c'est assez important pour nous parce que le mythe nous explique l'importance et les dangers des rumeurs, des choses qui sont racontées sous le couvert, qui vont courir comme un bruit et qui sont capables de détruire une personne sur le plan psychique, bien entendu, mais on connaît bien des exemples qui existent, qui permettent de voir qu'on peut tuer les gens sur le plan physique, qui peuvent finir sur le bûcher, par exemple. Tout ça par rapport à des rumeurs. Il suffit de raconter que la voisine, c'est une sorcière qui la nuit s'envole sur son balai, et ça y est, le tour est joué, on peut vraiment détruire. Donc c'est une force énorme et très négative, cette rumeur, hein. C'est Marie-Louise von Franz qui l'a vraiment bien étudié à partir de certains contes, et on peut considérer que c'est vraiment de l'ordre de la magie noire. Donc le roi, il n'est pas content du tout, parce que lui, il était content d'avoir ce fils, et il va s'en prendre à Rhiannon, et donc il va la punir. Il y a cette notion de punition suite à la rumeur, parce qu'il va croire, il va pas, certainement pas être bien conseillé, il n'aura pas une petite voix en lui qui lui dira de se méfier de tout ce qu'on peut raconter, il va croire la rumeur, se laisser embarquer par l'ombre, parce qu'ici on est dans une notion de l'ombre, il y a cette notion de contamination de l'ombre psychique qui peut contaminer l'anima, l'animus, etc. Hein, et tout va partir à volo. Et donc il s'en prend à Rhiannon et elle est condamnée à s'asseoir aux marches du palais, à raconter son histoire aux visiteurs et ensuite les porter sur son dos pour les amener dans la salle principale. Si nous faisons un lien avec la symbolique psychique, c'est vraiment que face à cette ombre contaminée par des miasmes, par des choses pas très sympathiques, et surtout des choses qui ne sont pas vraies, il y a une notion de mensonge, tous les éléments vivants qui vont et qui viennent, c'est-à-dire les visiteurs, ne vont pas pouvoir se déplacer facilement. Il va falloir leur expliquer des choses, il va falloir les porter. Et ça va être difficile et ça va être compliqué pour ce féminin de faire passer, de servir un petit peu de fonction transcendante entre les différents éléments. Ici, on retrouve encore une fois ce cheval sur lequel elle était au début. Je vous rappelle qu'au début, Rhiannon est assise sur le cheval et c'est elle qui guide l'animal. Là, elle est en pleine possession de ses moyens. Elle guide. Ici, c'est le contraire. C'est elle qui devient la force. C'est elle qui porte sur son dos. Et donc, la force du cheval, cette force puissante du féminin souverain, libre et autonome,
il est plus du tout dans cet état-là. Il porte sur son dos et c'est quelque chose de lourd et de très difficile. Donc elle a perdu sa royauté, elle a perdu sa souveraineté. Mais elle la supporte parce que Rhiannon, cette force féminine, est très forte, elle est très puissante. Et il était une fois un paysan qui vivait pas très loin du château, qui possédait une jument qui tous les ans donnait la vie à un poulain. Or, tous les ans, ce poulain était volé par un monstre, c'est-à-dire une espèce d'ombre dont on ne voyait pas le visage, et il emportait le poulain de la jument. Or, il s'est rendu compte de ça, le paysan, et à un moment donné, il a coupé les pattes du monstre, il a réussi à faire ce prodige, et à ce moment-là, il a découvert un enfant, un petit garçon, un petit blondinet, dans son étable. Ici, c'est intéressant aussi parce qu'on voit que un élément masculin de nature simple, terre à terre, hein, qui travaille régulièrement, qui n'a pas des volontés de puissance et de pouvoir. Donc on a un masculin qui est plutôt positif. Lui aussi, il se fait voler par un monstre qui ressemble vraiment à une ombre, à quelque chose de qui contamine et qui pénètre dans la grange, qui vient voler quelque chose. Sur le plan psychique, c'est vraiment très parlant. Ça lui ôte et ça l'empêche d'avoir accès à ces forces féminines puissantes représentées par le poulain, c'est-à-dire encore une fois, les forces de souveraineté du féminin sont refoulées, sont interdites, sont volées par l'ombre qui les empêche de se réaliser. Or, il a une réaction intelligente, c'est-à-dire qu'il coupe, il arrive à couper les pattes qui permettent de voler et de prendre de ce monstre, et à ce moment-là revient sur le devant de la scène la possibilité d'un masculin nouveau, tout neuf, tout jeune, un bébé, revient dans l'étable et revient sur le devant de la scène. C'est-à-dire on interchange l'ombre avec son impossibilité de se saisir de ce nouveau-né, permet au nouveau-né de revenir plus vers la conscience, on va dire, hein. Et donc c'est grâce à ça, à cet instant-là, que la vérité va pouvoir être révélée, que le roi va comprendre ce qui s'est passé et que du coup, Rhiannon va retrouver sa souveraineté. Elle ne va plus être obligée de porter les visiteurs sur son dos. Donc ce mythe, il va nous parler très clairement de la force de l'ombre psychique, avec tous ses côtés, mais dans ses côtés négatifs, qui sont plombants, qui sont lourds, qui empêchent d'avancer, qui interdisent les choses, qui, qui sont très, des côtés qui sont très médisants et qui vraiment s'est contaminé avec cette notion de colporter des mensonges. Et on voit que la vérité rétablie ramène l'équilibre. Donc ce mythe est très important parce que c'est un des rares mythes très très clairs qui nous parle de la notion de mensonge et de vérité. Donc nous pouvons en tirer certaines conclusions. Alors cette déesse, ce conte nous parle donc de mensonge et de vérité, et il nous parle aussi de l'ombre, de la contamination de l'ombre, des mensonges que l'on peut nous dire sur nous-mêmes ou sur les autres, que l'on va croire et qui vont contaminer tout l'ensemble de notre psyché et donc influer sur nos réactions et sur nos actions. Donc il est vraiment, vraiment très, très important. On va essayer de voir qu'est-ce que peut vouloir signifier Rhiannon quand elle sort dans un tirage, par exemple avec un questionnement sur une fâcherie avec un ou une amie. Alors les cartes qui peuvent sortir, c'est Rhiannon, Aphrodite, Amagane et Déméter. Alors ici, dans ce qui nous représente, nous avons donc Rhiannon. Rhiannon, vous vous souvenez, elle est d'abord souveraine, mais c'est essentiellement la déesse qui va porter sur son dos, qui va avoir du mal à transvaser tous les éléments psychiques vivants, les visiteurs qui peuvent être des nouveaux éléments psychiques qui arrivent, en tout cas qui rendent visite à la royauté. Elle va devoir les porter sur son dos, c'est-à-dire avec difficulté. Il y a cette notion de portage, donc il y a quelque chose de lourd à vivre ici, une difficulté de prendre conscience aussi de la réalité des choses et de la vérité. On est sous le joug de l'ombre qui nous fait croire des mauvaises choses. En face, dans ce qui représente l'environnement et l'autre, nous avons Aphrodite,
C'est-à-dire qu'ici, ça peut vraiment signifier que l'environnement, le reste à l'extérieur peut nous apporter de l'amour, tout simplement, de la volupté. Si on rajoute l'union de l'âme et de la relation d'amour avec Eros, donc on peut se connecter à cette chose-là qui nous est proposée par l'environnement. Ça peut être aussi que dans ce qui est très lourd à porter, il y a dans le fond une question non pas sentimentale, mais une question de volupté et d'amour. Il y a quelque chose de sous-jacent dans ce schéma horizontal ici entre Rhiannon et Aphrodite. À l'origine de la question, il y a Amagan, Kamamagan, qui est vraiment une déesse de chamane, en contact direct entre les différents mondes. Et ici, en fait, c'est très intéressant parce que Rhiannon, elle est ce passage aussi entre les visiteurs, le château, le roi, et alors ils rentrent, ils sortent, etc. À chaque fois, elle les porte. Donc on voit ce mécanisme de rentrer, de sortir, de cycle et de va-et-vient. Et on sait que dans la notion chamanique, il y a cette notion de va-et-vient entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, avec cette possibilité de voyage dans les différents mondes où ça fonctionne bien, où ça circule, quand on en a les capacités. Quand la psyché n'est pas contaminée, elle a ces capacités de se déplacer d'un monde à l'autre, d'un royaume à l'autre, d'un espace à l'autre, de l'inconscient au conscient. Et du coup, on comprend bien qu'ici, pour Rhiannon, ce qui se passe, c'est que ça ne se passe pas bien. Il y a eu des mensonges, des mauvaises choses qui ont été colportées, qui ont été dites, qui ont été transmises, et qui empêchent que ça se passe. Donc la demande de la psyché ici, c'est de pouvoir se déplacer facilement d'un espace à un autre. La réponse en bas, c'est Déméter. Donc Déméter, c'est une déesse grecque, c'est celle dont la fille est, Corée est enlevée par le dieu des enfers, et donc elle a perdu et elle est très malheureuse. Donc ici, ça va nous indiquer que la fin de l'histoire pour le moment, c'est-à-dire à l'instant où on tire les cartes, ça va être aussi de retrouver cette force de la déesse qui va supporter son chagrin et qui n'en démordra pas, qui voudra retrouver sa fille. Jusqu'au bout, elle va tenir même si elle pleure, et il faudra Bobo pour la faire rire un petit peu, mais elle va suivre tout un cheminement de portage, même s'il n'y a pas la notion du cheval, pour parvenir à ses fins et retrouver donc sa fille. Euh, ça colle tout à fait avec cette difficulté de portage de Rhiannon, cette demande de transcendance de Kamamagan pour arriver à Déméter, la force de Déméter. C'est comme si le jeu nous disait, voilà, en ce moment, on vit des choses très difficiles parce que nous avons été contaminés par l'ombre qui a colporté des mensonges. C'est-à-dire, on croit sur nous des choses négatives qui ne sont pas vraies. Donc, elles peuvent avoir été colportées par la famille, par les parents, par les amis, par des voisins, par des gens rencontrés. Et tout ça, ça nous a contaminés. À nous, personnellement, de façon intérieure, où on se sent complètement démuni et perdu, mais c'est aussi tout l'environnement et tous les gens autour qui peuvent le croire et le penser de nous. Donc le jeu nous invite à avancer et à tenir bon. Quelle est la dernière carte? La dernière carte, c'est Bastet. C'est que tout ça, ça tourne autour d'un axe qui est une déesse chatte. Ici, ça vient un petit peu se rapprocher de la déesse Aphrodite avec cette notion d'amour. Ici, avec Bastet, nous avons une confirmation dans le sens de volupté, d'héroïsme. Bastet, c'est cette déesse chatte avec tout ce que représente une chatte, sa douceur. Et, et il n'y a pas tellement d'autres mots non plus que la volupté, cette tendresse, tant qu'elle est contente et gentille. Donc ça veut dire qu'en se connectant aussi à Bastet, à cette féminité, à ce féminin qui est capable de volupté, on parviendra à supporter suffisamment de temps comme Déméter et retrouver le contact avec la fille intérieure. Donc le jeu n'est pas facile, on voit que le chemin ne va pas être facile, il y a un lourd travail de portage, mais la fin est plutôt sympathique de retrouver non pas le fils Pryderi, mais la fille Perséphone.
Donc voilà pour la capsule de Rhiannon, et cette capsule me semble suffisamment importante parce qu'elle nous parle de tous les mensonges que l'on nous raconte sur les fonctions féminines, sur le féminin et donc par conséquent sur les femmes, toutes ces choses qui ne sont pas vraies et que l'on croit, que l'on prend pour des vérités vraies. Les femmes sont faibles, les femmes n'ont pas d'âme, les femmes n'ont pas de cerveau, etc., etc. Et cetera. Et tout ça, ce sont des mensonges qui ont contaminé nos propres psychés, qui nous ont empêchés d'avancer pendant très longtemps, qui peuvent nous déprimer complètement et que tout le monde croit. Hein. On avance comme ça tous ensemble avec ces fausses croyances. Et ce mythe nous explique que ce sont des mensonges et que il est nécessaire, nous avons besoin de retrouver la vérité sur ces fonctions féminines de force, de puissance et de souveraineté. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, autant les femmes en tant que femmes, mais aussi aux hommes avec leur anima. À très bientôt.